Alors, on vous a demandé de vous dire ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on voit comme problème, c'est quoi notre compréhension du problème, qu'est-ce qu'on propose comme solution. Donc, dire quelques mots sur les mandats de notre équipe. Je vais faire un bref survol de la problématique. On va parler beaucoup d'insalubrité et accessibilité. On a vu beaucoup dans le reportage les problèmes d'accessibilité, mais ils sont très étroitement reliés. Quels sont les principaux problèmes de santé que cela occasionne? Quelques données sur l'étude sur la santé respiratoire des enfants qui va être diffusée là d'ici 2 semaines. Par la suite, mon collègue Yves Fenette va vous montrer beaucoup de photos en rafale, qui va vous montrer c'est quoi le terrain, qu'est-ce qu'on voit quand on va dans ces bâtiments-là. Et enfin, Stéphane va terminer sur la problématique des punaises de lit et quelques exemples d'intervention dans les complexes d'habitation qui ont des problèmes multiples, incluant les punaises de lit et autres problèmes de salubrité. Alors, brièvement, une diapo, bien évidemment, nos mandats ressemblent aux vôtres, mais appliqués à cette problématique-là. Alors, bien sûr, on doit documenter le problème. On a fait quelques études sur le sujet. Donc, l'exemple sur l'étude de la santé respiratoire des enfants va vous le montrer. L'étude, les travaux que fait Yves et Stéphane aussi. Donc, ça correspond à ce mandat. Informer le public, les décideurs. Donc, bien sûr, toute l'équipe au complet, incluant les responsables de notre équipe, Louis Drouin, etc. Donc, en fait, bref, tout le monde un peu de la direction de santé publique, les communications. Mais c'est sûr que quand on observe des problèmes importants, il faut pouvoir les communiquer très bien et à beaucoup de gens, et il faut vraiment rejoindre beaucoup de gens. Promouvoir des politiques saines, des interventions efficaces aussi, ça fait partie, bien sûr, de notre travail. Répondre aux signalements en vertu de la loi sur la santé publique. Donc, en vertu de la loi sur la santé publique, il y a plusieurs établissements et personnes, incluant les médecins, qui doivent déclarer les situations de menace potentielle de la santé publique. Donc, une menace en vertu de la loi, c'est la présence d'un agent biologique, chimique ou physique qui est susceptible d'affecter un grand nombre de personnes. Donc, à chaque fois qu'on entre dans un bâtiment, un logement, c'est toujours une situation de menace parce qu'il n'y a jamais une seule personne qui est affectée. C'est toujours un grand nombre de personnes. Et quand on considère la problématique du logement à Montréal dans son ensemble, la salubrité, c'est en soi un problème de santé publique très important. On va vous donner quelques chiffres qui devraient vous en convaincre. Donc ça, c'est un travail important. Yves va beaucoup vous illustrer vraiment dans les enquêtes sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit. En complément de ça, nous, on fait aussi beaucoup d'interventions sur documenter l'état de santé des personnes et décider des personnes qui sont plus malades, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes les plus malades. Former et supporter les réseaux municipaux, le réseau de la santé, le réseau communautaire. Donc ça, c'est une partie importante de notre travail. Il y a un manque criant, je dirais, de formation, de connaissances sur ces problématiques-là, incluant le réseau de la santé. Moi, je fais aussi de la clinique, donc je vois beaucoup les patients et les médecins ont beaucoup de difficultés à reconnaître ces problèmes-là. Pourtant, dans certains cas... Ah, merci, c'est gentil. Mais bref, le réseau municipal, c'est une problématique importante aussi. En fait, les inspecteurs rentrent en coup de vent dans les logements et disent que tout est beau. Et quand Yves y retourne, ben, il nous raconte une espèce de calvaire, finalement. Donc, il y a un écart considérable entre ce que certaines personnes voient et ce que nous, on peut observer. Évaluer les interventions, donc évidemment, est-ce que c'est efficace ou non, quand il y a intervention, bien sûr. Documenter beaucoup sur la littérature scientifique, mais aussi par nos interventions, qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé des gens. Et enfin, on fait beaucoup d'enseignement et de recherche aussi. Alors, quel est le problème? Alors, on parle beaucoup donc de salubrité. Quels sont les principaux problèmes de salubrité? Donc, l'humidité excessive qui est un peu à la base de tout cela. Moisissure, insectes, donc on parle de blattes ou coquerelles, cafards, enfin, dépendant de la nationalité qu'on est. Il semble que coquerelle, c'est un terme presque exclusivement québécois, c'est un peu étonnant, c'est Louis qui m'a appris ça, en tout cas. Les rongeurs, les souris, les rats, et les acariens qui sont en fait microscopiques, mais au microscope, ça ressemble à une espèce d'énorme monstre, mais en fait, c'est essentiellement, donc, beaucoup relié à l'humidité. Donc, quand on a l'humidité excessive, on a nécessairement des moisissures, des acariens, et souvent des blattes qui se nourrissent dans un milieu très, très humide. Par exemple, dans un des bâtiments que Stéphane va vous présenter, quelqu'un a voulu réparer, le locataire a voulu lui-même refaire son plancher. Quand ils ont soulevé le plancher, ben, c'était un univers de coquerelles, donc c'est pas évident. Alors, il y a d'autres facteurs que ceux-là qui sont très fréquemment associés, que l'on retrouve beaucoup, en fait, tout cela dans les logements, et en particulier dans les logements dans les quartiers défavorisés. Bien sûr, le surpeuplement, qui vous a été beaucoup décrit dans le reportage, le bruit, hein, des logements qui sont peu insonorisés, ou dans des quartiers qui sont assez problématiques, l'insécurité, qui peuvent être reliées à différents facteurs dans le quartier, ou au fait que le bâtiment ou le logement lui-même ne se bat pas ou n'est pas sécuritaire. Les problèmes de chaleur et de froid, si on a un bâtiment qui est mal isolé, si on a un toit plat, bien sûr, ça plombe en été et ça peut donner des écarts de température très importants. Et en hiver, des problèmes importants de chauffage. Des fois, on va retarder longtemps le débarrage du chauffage, donc ça cause des problèmes.
Pollution qui vient de l'air extérieur, donc si on reste plus sur une rue très achalandée, par extension par exemple, qui est un corridor pour les véhicules, les grandes voies de transport. La fumée passive qui peut venir des autres logements. Les insecticides qu'on utilise pour traiter bien sûr les insectes, mais qui eux-mêmes peuvent être souvent mal utilisés. La peinture au plomb, les appareils qui peuvent émettre du monoxyde de carbone. Donc tous ces facteurs-là sont beaucoup plus fréquents, bien sûr, dans les logements, et en particulier dans les quartiers défavorisés. Donc c'est très relié à la défavorisation. Salubrité et accessibilité. Donc, vous avez compris que le logement, bien sûr, c'est un besoin fondamental et c'est une dépense qui est incompressible. On commence par ça. Alors, et après ça, on calcule qu'est-ce qui nous reste. Donc, forcément, ça contraint les gens à consacrer beaucoup moins de sous pour les autres besoins qui sont pourtant essentiels, la nourriture en particulier. Ça amène aussi, ce qu'on a fait beaucoup, nous, c'est ça oblige les gens, finalement, à demeurer dans un logement qui est souvent insalubre ou ne pas s'en plaindre en raison du coût du loyer ou, bien sûr, des représailles qu'on peut avoir si on se plaint de son problème. Ça amène aussi, on voit très souvent des gens qui sont malades, que l'on veut reloger, et on ne trouve pas un logis qui est convenable, qui est accessible sur le plan monétaire, et qui ne soit pas insalubre. Donc, ça devient très difficile d'en trouver. Et aussi, on est toujours un peu sur une corde raide, parce que nous, si on fait des interventions, entre guillemets, un petit peu trop agressives sur les problèmes de salubrité, ben, ça peut contribuer à réduire l'accessibilité au logement, parce que, bien sûr, on va fermer temporairement ces logements-là où ils deviennent tout à fait inhabitables. Donc, ça contraint encore plus des gens qui, même si c'est insalubre, osaient quand même y demeurer. Donc, c'est des problèmes... Alors, quels sont donc les problèmes de santé? Très rapidement, donc les problèmes respiratoires et cutanés sont de loin les plus fréquents. Cutanés beaucoup associés, bien sûr, aux punaises, et respiratoires, bon, associés beaucoup aux moisissures, aux acariens et aux coquerelles. Donc, les moisissures, il y a un très grand nombre de maladies, c'est méconnu, mais il y a un très grand nombre de maladies. Alors, si on a juste un problème de congestion du nez avec une rhinocynusite, ça peut se tolérer, mais quand on a des problèmes d'asthme importants qui fait qu'on est hospitalisé et qu'on a de la difficulté à respirer, si on fait constamment des infections respiratoires, ce sont des problèmes très fréquents qu'on voit et qui nous amènent très souvent à recommander une relocalisation plus ou moins rapide à cause de la santé donc de toute la famille qui peut en être affectée. Les dermatites allergiques, conjonctivite, pharyngite, laryngite, une aggravation d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, fatigue chronique et fibromyalgie, qui sont des maladies très incapacitantes, qui sont clairement associées et qui peuvent être déclenchées par ces expositions, les maladies inflammatoires, etc. Donc, ça cause, vous voyez, une longue liste, et j'ai mis 3 points de suspension. Les blattes et les acariens, ben, ça cause surtout des problèmes de rhinoconjonctivite et d'asthme, c'est bien connu. Dans les grands centres urbains défavorisés, on retrouve donc une très forte sensibilisation de la population à ces insectes. Alors, est-ce que c'est fréquent, ces problèmes-là? Quel est l'impact global sur la santé publique? Puis, qu'en est-il ailleurs? Est-ce que c'est juste le problème ici ou ailleurs? Alors, quelques données sur le sujet. L'étude sur la santé respiratoire des enfants de 6 mois à 12 ans, donc, va être diffusée publiquement très bientôt, le 2 juin. Alors, je n'ai pas le temps de vous décrire la méthodologie, mais en gros, ici, c'est une carte qui vise à illustrer qu'en gros, en moyenne, on est autour de 13% la prévalence de l'asthme en 2006 chez les enfants d'un asthme actif, c'est-à-dire un asthme qui produit des symptômes où il nécessite des médicaments, était 13% en moyenne. Dans les années 70, c'est autour de 2%. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un écart considérable. Ici, on est autour de 7%. Ici, on est autour de 22%. Donc, 3 fois ou moins d'écart selon le territoire où les enfants habitent. Donc, c'est considérable. On a le même problème avec aussi, en fait, les mêmes données à peu près pour les infections respiratoires et la rhinite allergique, qui étaient les 3 maladies qui étaient ciblées dans cette étude-là. Vous nous donnez la fréquence des blattes dans le domicile des enfants, que ce soit un logement ou que ce soit une maison unifamiliale. 4,5% pour l'île, mais ça va de 0 à 26% sur un territoire. Ici, donc, par extension, un ou moins un enfant sur 4 qui habite un tel logement. Les rongeurs, 6% pour l'île, ça va de 1% à 18% selon le territoire de CLSC. Donc, une grande variation sur les territoires. Pas étonnant que, donc, la prévalence de l'asthme varie aussi beaucoup de façon combinable. Facteur d'humidité moisissure, c'est un indice composite. 36% des enfants habitent un logement ou une maison qui a au moins un des facteurs d'humidité ou de moisissure, mais ça varie de 30 à 52% selon les territoires. Donc, ce sont bien sûr des facteurs beaucoup plus importants dans les quartiers défavorisés.
Alors, nous avons calculé la portion attribuable, l'indice épidémiologique, la fraction attribuable de tous les cas d'asthme actifs à Montréal. On estime que 17% serait attribuable aux facteurs d'humidité et de moisissure, le blanc étant les facteurs non modifiables ou inconnus. Donc, parmi les facteurs modifiables, c'est le facteur qui contribue de façon plus importante. Pour ce qui est des infections respiratoires chez les enfants, ce serait de l'ordre de 26%, et pour ce qui est de la rhinite, ce serait de l'ordre de 14%. Ce sont des sous-estimations pour différentes raisons sur la méthodologie que je n'entrerai pas en détail, mais ce sont des sous-estimations. Nous avons produit aussi de tels calculs de fractions attribuables pour chacun des territoires de ces 3 S. Alors donc, l'ampleur du problème, mais selon l'OMS, 10 à 50% des résidents sont affectés, et ça, c'est autant dans les pays développés que non développés. Aux États-Unis, près de 50%, et ils ont estimé, eux, que c'était 21% des cas d'asthme, enfants, adultes inclus, aux États-Unis, qui seraient attribuables à ce problème d'humidité de moisissure, donc c'est considérable quand on sait que l'asthme est une des maladies les plus prévalentes. Santé Canada, déjà en 91, avait estimé que 38% des enfants étaient exposés à un facteur, et dans notre étude, c'est 36%, donc les choses n'ont pas vraiment changé. En fait, l'indice n'était pas tout à fait identique, mais grosso modo, c'est un problème qui persiste et qui est encore très important.